pense que maintenant vous voyez notre écran à Margot et à moi. Oui. Donc bonjour à tous. L'idée là de notre présentation, c'est de vous présenter deux jeux sérieux qu'on a développés depuis 18 mois autour des poissons migrateurs amphihalins, un sujet passionnant. Je n'en connais d'ailleurs pas d'autres. Et donc le premier a été réalisé a été soutenu par le LabEx Côte et a fait l'objet d'une collaboration avec l'Académie de Bordeaux, et c'était un jeu plus de sensibilisation. Et le deuxième, qui est encore en cours de développement, qui est quasiment finalisé, s'inscrit dans un projet européen sur la gestion des poissons migrateurs amphihalins dans le cadre du changement climatique. Euh, alors, ça ne passe pas. Ah, voilà. Alors, un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas les poissons migrateurs amphihalins. Ce sont les poissons qui partagent leur cycle de vie entre l'eau douce et l'eau de mer. Donc, soit ils naissent en mer, c'est le cas de l'anguille, du flet, du millépore, soit ils naissent en rivière, et c'est le cas du saumon, de l'esturgeon et des autres poissons migrateurs amphihalins. On en connaît à peu près une dizaine en France, métropolitaine, parce que dans les territoires ultramarins, c'est un peu plus compliqué. Et là, je vous ai représenté un extrait du kit pédagogique qui accompagne le jeu Migration, puisqu'il y a le jeu, mais il y a aussi un effort de mettre à disposition des informations sous forme d'un livret ou sous forme de kakémono, de façon à enrichir l'expérience autour du jeu sérieux. Quelles étaient les motivations pour créer ces jeux sérieux? Pour le premier, Migration, c'était, comme je l'ai dit, sensibiliser un large public à l'écologie des poissons migrateurs amphihalins. Et puis Margot vous présentera dans la deuxième partie en quoi comment on a réussi à essayer de bien matérialiser la migration des poissons, et puis également sensibiliser le large public au concept de service écosystémique sous forme de points qui sont échangés lors de la partie, et également à la gestion, et c'est certainement assez efficace, au travers de cartes actions qui permettent de gagner des points de service écosystémique qui induisent éventuellement des mortalités sur les poissons ou qui améliorent la reproduction de ces poissons dans le jeu. Pour le deuxième jeu, qui est Diadesland, qui a plus une vocation à explorer des alternatives de gestion en essayant d'intégrer de nouvelles idées comme le temps long du changement global. Et là, on l'a traité au travers d'une succession de cartes changement global qui complexifient, qui rendent difficile ou de plus en plus difficile la gestion des poissons migrateurs, et les joueurs gestionnaires doivent adapter, intégrer cette dimension. Et puis également les interdépendances entre bassins versants. Donc chaque joueur est un gestionnaire d'un bassin versant, mais comme certains poissons ne retournent pas dans leur bassin de naissance, il y a des liens entre les bassins versants, entre les joueurs, et justement c'est un moyen pour nous de faire réagir les gestionnaires ou les gestionnaires joueurs à cette interaction, à ces interdépendances géographiques. Et puis essayer d'aller au-delà d'une gestion monospécifique qu'on rencontre actuellement. Et dans le jeu, il y a au début deux espèces fictives et même trois à la fin du jeu. Voilà, Alors je moi, vais laisser la parole à Margot. exactement. Donc moi, je prends le relais de cette présentation pour vous parler un petit peu de la méthode et de la méthodologie qu'on a développée pour la création de ces jeux. Alors, comment ont été créés ces jeux? Il faut savoir que Migration a été développé en partenariat avec l'Académie de Bordeaux et nous avions avec nous la possibilité de travailler avec des classes de sixième dans un lycée à Marcheprime. Et donc, ce qu'on a fait, c'est travailler d'abord sur l'identification des messages clés qu'on voulait voir apparaître dans le jeu. Donc, on a essayé de compiler en fait les objectifs de chacun. Donc, les objectifs de sensibilisation pour les chercheurs, donc le côté scientifique, l'objectif pour les professionnels de l'éducation, comment est-ce qu'ils veulent voir utiliser ce jeu et qu'est-ce qu'ils veulent retrouver dans ce jeu pour que ça leur soit utile. Et enfin, qu'est-ce que les médiateurs scientifiques peuvent apporter. Donc, on est vraiment sur une construction pluridisciplinaire d'un outil de médiation. Et là, vous avez un exemple
d'une partie d'un tableau qu'on a complètement rempli, dans lequel on a identifié toutes les étapes du jeu, les actions associées, le discours qui va avec et les objectifs euh, pour chacun des partenaires du projet. Passer à la slide suivante. Voilà. Donc, ce que je disais, on essaye d'identifier les messages clés via l'identification de problématiques spécifiques par rapport au public qu'on cible, donc des problématiques écologiques, économiques, des problématiques d'enseignement pour les professeurs. Et ensuite, on essaye d'identifier un gameplay, donc l'ensemble des mécaniques du jeu et comment le jeu va être construit et joué pour créer une expérience à la fois d'apprentissage et une expérience ludique. Et on s'est basé notamment sur le concept de flow, qui correspond à cet équilibre entre angoisse et ennui lorsqu'on joue à un jeu, et qui permet d'atteindre la zone proximale de développement du joueur, c'est-à-dire le moment où il est le plus concentré, immergé dans son activité, et où donc l'apprentissage va être le plus favorisé. Le but, c'est vraiment de créer un équilibre entre ludique et apprentissage, et on s'est servi de cet apport pluridisciplinaire pour essayer d'atteindre cet objectif le plus efficacement possible. Alors, étape importante également de la création des jeux, c'est la réalisation de prototypes et de séances tests. Vous avez deux photos ici, c'est nos doctorantes qui jouent à Migration, et une deuxième photo du prototype de Diadesland qu'on a fait jouer également à des M2 en bio. L'importance de réaliser des prototypes et de tester, c'est qu'on se rend compte d'énormément d'erreurs, d'énormément de petits couacs techniques et de problèmes également dans la transmission du message qu'on veut faire passer. Donc, valoriser vraiment l'importance de tester ces jeux en amont par différents publics pour s'assurer qu'on est bien dans le message qu'on veut faire passer et que tout fonctionne selon les messages et les objectifs qu'on s'est fixés précédemment. Alors, la particularité des deux jeux, c'est que donc Patrick, qui travaille en modélisation de la dynamique de population, eh bien, on s'est servi de son modèle informatique pour calibrer le jeu. Donc, on a simulé à peu près 1000 sessions avec des joueurs qui ont des décisions aléatoires pour essayer de savoir si le jeu était facile ou non. Basiquement, on considère qu'un jeu, un jeu de type collaboratif doit avoir un taux de succès de à peu près 60-70%. Donc nous, on utilise cet outil-là, qui est un outil de chercheur, pour équilibrer notre jeu. Et là, vous avez une petite capture d'écran du code qui est utilisé pour calibrer le jeu Diadesland, qui est un outil donc utilisé par Patrick. Alors, également l'importance de développer des illustrations et des graphismes qui sont intéressants au niveau esthétique. Alors, la partie esthétique compte pour un jeu, tout d'abord parce que plus l'apparence du jeu va être soignée, plus on va arriver à immerger les joueurs dans l'activité. C'est aussi important d'avoir du matériel qui tient la route, c'est-à-dire qui fonctionne, qui ne se délite pas quand on l'a dans les mains, parce que les gens vont se servir de ce matériel pour poser des questions, etc. Donc l'esthétique, important pour l'immersion, et également d'écrire des graphismes qui soient ergonomiques et lisibles pour les joueurs. Le but, c'est que la prise d'information soit le plus facilitée possible pour que la partie se déroule bien et qu'on ne perde également pas trop de temps sur l'explication des règles de notre côté. Et enfin, on a développé dans les deux cas des supports qui permettaient d'accompagner les joueurs, mais aussi les maîtres du jeu et les observateurs dans leur expérience. Donc pour Migration, on a développé un livret pédagogique d'une dizaine de pages à l'intention des professeurs, des maîtres du jeu, mais aussi des élèves pour ceux qui voudraient lire un petit peu après la partie. Et pour Diadesland, on a rédigé un livret explicatif, alors beaucoup plus technique cette fois-ci, en partenariat avec donc les chercheurs du projet Diades à l'échelle européenne, qui permet d'aborder plus précisément les enjeux de recherche et les enjeux de gestion qui sont abordés dans le jeu. C'est également un bon moyen de continuer à apporter du contenu et de justifier pourquoi c'est important de créer un tel outil et comment ça peut nous aider. Alors, quand on crée un jeu sérieux, il faut bien considérer la distance qu'il peut y avoir entre l'outil, donc l'artefact, et la réalité. Le problème qu'on rencontre souvent, c'est que on ne va pas pouvoir projeter exactement la réalité dans un jeu sérieux, puisque c'est une représentation schématique de phénomènes complexes. Donc, les manières qu'on a développées, nous, pour éviter ces écueils, bien dans Migration,
on n'a pas nommé les poissons migrateurs amphihalins. On n'a pas défini que notre petit banc de poissons dans le jeu serait une espèce en particulier, mais par contre, on a attribué des noms d'espèces de poissons aux équipes pour créer une sorte d'identification et apporter encore une fois du contenu. Pour Diadesland, on n'a pas cherché à reproduire la façade atlantique européenne, qui est l'endroit où se situe le projet et les enjeux de recherche. On a créé un simuli de cet espace atlantique en créant des bassins versants fictifs et des espèces de migrateurs amphihalins fictifs également. Le but, c'est vraiment d'éviter que les joueurs se posent des questions de gestion telles qu'ils les feraient dans la vraie vie. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils se disent, de manière générale, dans mon activité, je gère comme ça, mais comme ce jeu est un espace safe dans lequel on peut prendre des décisions sans avoir peur des conséquences, eh bien, l'intérêt d'avoir des espèces fictives, c'est justement de promouvoir cette sécurité dans la gestion. Alors, ce qui est très important aussi, c'est de définir des mécaniques de jeu qui correspondent à nos attentes et qui favorisent l'immersion. Alors, dans Migration, par exemple, on a créé un petit banc de poissons que les joueurs doivent déplacer latéralement sur le plateau pour mimer la migration. C'est très difficile de sensibiliser les joueurs aux poissons puisqu'on ne les voit pas, on ne les touche pas, donc on essaye dans le jeu de recréer du contact. Dans Diadesland, on a un système d'échange de jetons qui représentent les poissons. Vous avez un petit exemple de jeton poisson en bas ici, qui permet de simuler la dispersion, l'errance des poissons entre les bassins versants. Dans les deux jeux, on a des objectifs en termes de biodiversité, donc avoir un certain nombre de poissons à la fin de la partie, et un objectif en termes de service écosystémique, avoir un certain nombre de points de service selon les objectifs qu'on s'est fixés, pour bien mettre en valeur l'intérêt d'une gestion qui considère ces deux aspects, à la fois une abondance de l'espèce et les services qu'ils vont nous rendre. Et enfin, dans Diadesland, un bon exemple de conception de mécanique qui va dans le sens du message qu'on veut faire passer, eh bien, ce sont les cartes actions de gestion. Donc, Patrick, est-ce que tu peux mettre les actions? Encore une fois, voilà. Donc ici, vous avez un exemple de carte action dans Diadesland. Et le principe, c'est que les joueurs doivent choisir ces actions de gestion selon leurs objectifs de victoire. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'en fait, simplement, on leur présente la carte action, donc celle qui est à gauche, avec uniquement le nom de l'action de gestion. Donc comme ça, ils doivent utiliser leur expertise pour essayer d'imaginer ce qu'il peut y avoir comme conséquence pour cette carte. Et une fois que les joueurs ont fait leur choix, on révèle le recto de la carte, donc la deuxième partie à droite, où là, on peut voir les effets de la carte de l'action de gestion sur le jeu, donc en termes de mortalité et en gain de service écosystémique en bas de la carte. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte dans nos tests et dans nos séances avec le prototype que les joueurs ne regardaient même plus le nom de l'action de gestion parce qu'ils ne regardaient que les points qu'ils pouvaient gagner. Donc, on était passé dans quelque chose de trop ludique. Et en cachant simplement ces informations aux joueurs en premier lieu, en les obligeant à échanger entre eux sur les types d'actions de gestion proposées sans s'intéresser aux conséquences ludiques, eh bien, on pallie à ce problème de manière assez efficace. Alors, les retours d'expérience qu'on a eus sur ces sessions de jeu, on a essayé de développer des outils pour le retour d'expérience. On va commencer par le cas de migration. On a développé avec la professeure donc un questionnaire vrai-faux, assez simple, une dizaine de questions avec 3 propositions éminemment fausses. Et à la fin des parties, on demandait aux joueurs de compléter ce questionnaire. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des résultats qui varient selon les classes, selon les sessions qu'on fait et selon la sensibilité des élèves et le discours que nous, on adopte en tant que maître du jeu. On voit qu'il y a des petites erreurs qui peuvent avoir lieu, mais globalement, les informations sont bien retenues. Pour migration également, on a des résultats quantitatifs, comme le jeu est basé sur avoir un certain nombre de poissons dans son banc de poissons à la fin. On peut voir qu'entre la première et la seconde partie, il y a une nette amélioration des réussites. Alors, pour Diadesland, on a organisé une méthodologie un peu différente basée sur le débriefing. Il faut savoir que pour nous, le débriefing, c'est un moment qui se déroule après la partie et qui est à peu près aussi importante que la partie elle-même en termes de gain d'expérience. Donc, on a développé une méthodologie basée sur la littérature autour des jeux sérieux et du débriefing qui se décline en plusieurs phases au cours desquelles on va poser des questions aux joueurs
Et chaque joueur donc répond à ces questions de la manière la plus naturelle possible, hein. Ce qu'on explique, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, même si ça ne va pas dans un sens très élogieux de ce qu'on a produit. Le but pour nous, c'est de permettre un moment de réflexion, un retour réflexif sur ce qui s'est passé pendant la partie. Et c'est à ce moment-là que les recommandations de gestion, par exemple, peuvent être formulées et qu'on va capitaliser sur l'expérience d'apprentissage et l'expérience de simulation. Alors, quelques éléments de verbatim maintenant pour vous montrer les retours qu'on a eus sur ces deux jeux. Alors, dans Migration, on a très régulièrement des joueurs qui nous demandent s'ils peuvent acheter le jeu, ce qui pour nous est très encourageant. On a également un enfant qui nous avait dit en 6e que son papa n'aimait pas les jeux, mais que celui-là, il aimerait bien y participer. Il note aussi la difficulté que c'est d'être un poisson migrateur. Alors, sans rentrer dans les détails du jeu Migration, effectivement, on a des joueurs qui se sont retrouvés très vite déboussolés et désarçonnés par la difficulté du jeu et comprendre effectivement qu'une migration, c'est pas évident du tout. On nous demande très régulièrement aussi si on peut rejouer. Dans Diadesland, ce sont des discussions qui tournent beaucoup plus autour de la gestion puisqu'on le fait jouer par des spécialistes, des porteurs d'enjeux de projet. Et là, un des échanges qui est intéressant, c'est qu'ils remarquent à quel point la part d'aléatoire et le choix collectif ou pas des cartes eh bien, rend plus compliqué leur expérience de gestion. Alors, le bilan de ces expériences et les défis que nous allons être amenés à relever, eh bien, on peut dire que nous avons réussi à développer des jeux sérieux qui sont adaptés au public que nous visions, donc en l'occurrence plutôt scolaire pour Migration et plutôt porteurs d'enjeux et experts pour Diadesland, mais que ces jeux nécessitent la présence d'un maître du jeu et éventuellement d'un observateur. Alors nous, on insiste énormément sur ce point parce que la plupart des échanges, des discussions, des dialogues qui vont avoir lieu entre les joueurs et le maître du jeu, celui qui explique les règles mais qui guide les joueurs également, c'est une part très importante de l'apprentissage et de l'expérience de jeu. Alors, les problèmes qu'on a rencontrés, c'est toujours cet équilibre entre ludique et apprentissage, ce moment où on se rend compte que les joueurs, en jouant à un jeu, eh bien, se placent dans une posture de joueur. Et on pourrait presque en oublier qu'on est dans le cadre d'un jeu sérieux. Le problème également, c'est que toutes les mécaniques qui sont liées à la gestion vont l'emporter de manière générale sur la discussion sur l'écologie. Donc, c'est un écueil qu'on a rencontré systématiquement et qu'on essaye de dépasser aujourd'hui. Et enfin, la plupart du temps, l'accessibilité au jeu eh bien, limite les objectifs fixés a priori. Ce que ça signifie, c'est que en tant que concepteur du jeu, on a envie de voir certains objectifs et certains objectifs atteints. Et le fait de créer un jeu qui soit compréhensible et accessible pour les joueurs eh bien, nous oblige à revoir certains de ces objectifs et à les transformer pour continuer de créer un outil adapté. Et alors les défis, eh bien, on aimerait continuer à stimuler la discussion sur la réalité plutôt que de simuler la réalité, hein. Encore une fois, développer des outils qui ne représentent pas exactement le réel, car ce serait impossible, mais créer des outils qui permettent aux joueurs d'échanger entre eux. On cherche aussi à créer une méthodologie qui pourrait construire un jeu qui répond aux objectifs a priori, donc éviter ce que je disais précédemment, hein, de redéfinir ces objectifs par rapport à l'accessibilité du jeu. Et enfin, la question principale qu'on aimerait se poser, c'est qu'est-ce qui reste d'une séance de jeu et des apprentissages retenus par les joueurs à moyen terme, donc sur 3 mois, ou à long terme, sur un peu moins d'1 an. Pour le moment, les méthodes de retour d'expérience qu'on a pu développer nous permettent d'avoir des retours sur l'immédiateté après la partie. Et nous, on aimerait bien savoir concrètement qu'est-ce qui reste à ces joueurs sur le temps un peu plus long. Est-ce qu'ils ont retenu? Est-ce qu'il y a des messages qui restent en tête quelques temps après avoir joué? Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter et puis j'attends vos questions avec impatience et on espère pouvoir vous retrouver très rapidement autour d'une petite partition.